Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce Kinshasa Direct, votre magazine vespéral qui coïncide, comme vous êtes sans doute en train de le voir, avec la fumée blanche sur la place Saint-Pierre en Italie, Vatican. C'est-à-dire que nous avons un nouveau pape, l'Église catholique en particulier. Dans ce Kinshasa Direct, nous parlerons surtout de politique de notre pays avec trois invités. Nous aurons deux élus du peuple, Alphonse Ngoï Kachanji et Ladi Mukendi, avec qui on va parler respectivement du contrôle parlementaire et des immunités du député national Augustin Matata Ponyo Mapol. Ce sujet sera également sera au centre d'un échange avec le troisième invité, voulais-je dire, Maître Andy Maloba. Lui, il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe. On va parler aussi au sujet de ces immunités qui font un débat. Devrait-il être jugé ou pas? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est à suivre dans ce Kinshasa Direct. Trois invités donc, sans plus tarder. Nous passons la parole à Moïse Chamala, de l'autre côté du plateau, pour nous présenter les grandes lignes du journal qui sera présenté à 19 h par Joël Isselona. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Place à l'actualité. Abemous Papam de la fumée blanche s'est échappé ce jeudi à 18h08 de la chapelle Sixtine au Vatican, annonçant l'élection d'un nouveau pape pour succéder à François par les 133 cardinaux électeurs réunis en conclave depuis mercredi après-midi. L'annonce intervient dans 45 minutes pour savoir les noms du pape. Et puis en direct sur la chaîne nationale, les élus auditionnent ce jeudi quelques membres du gouvernement et mandataires publics. C'est un exercice réclamé depuis quelques temps au président de la chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. Les députés nationaux veulent voir clair sur la vie sociale des Congolais émaillés de beaucoup de difficultés. Parmi les faits marquant cet après-midi, l'absence du patron de la RVA qui a sérieusement irrité les élus du peuple. De ces titres vous seront développés à la grande édition des 19 h par Joël Isselona. Mais entre-temps, Kinshasa Direct s'est poursuivi de l'autre côté avec Christopher Ochoko. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci beaucoup Moïse Chamala. On va commencer tout de suite avec notre premier dossier de ce soir avec l'avocat, Maître Andy Maloba du barreau de Kinshasa à Gombe. Télé 50, simplement congolais. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors, nous recherchons la vérité. Quand on ne rencontre qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. À temps des crises, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. Sur Télé 50, nous vous importons les nouvelles que les gens prennent les risques de voir. Nous connectons le monde et l'unissons à la vérité. Télé 50, c'est l'actualité dans la totalité. Nous démarrons tout de suite, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, avec Maître Andy Maloba. Il est avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Christopher Ochokum, merci pour l'invitation. Je vais vous laisser vous présenter davantage. Vous êtes au barreau de Gombe depuis combien de temps déjà? Je m'appelle Maître Andy Maloba Mpiana, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Je suis avocat depuis, je pense, près de 5 mois.
5 mois. Près de 5 mois. Près de 5 mois déjà. Très bien, heureux de vous compter parmi nous. Donc, 5 mois, je peux me permettre donc de dire que vous êtes un jeune avocat. Oui, sans faire allusion à votre âge. Effectivement. Vous assistez à ce débat depuis quand même assez longtemps. La Cour constitutionnelle qui s'est jeté la balle avec la Cour de cassation à un moment. On a clos le dossier où on a plutôt cru que c'était fini. On a encore revu Matata Ponyo finalement à la Cour, l'ancien Premier ministre devant la plus haute Cour. On a vu tous les autres avocats, le professeur Nyabirungo, celui de Ensemble pour la République, son nom, Onyemba, Maître Laurent Onyemba et tous les autres. On a vu toute la gymnastique qu'il y a eu. Vous, en tant que jeune avocat, quel est votre aperçu par rapport à tout cela? Merci pour la question. En fait, Monsieur Christopher Ochokum, le déroulé général de ce procès Matata, inscrit au rôle pénal de la Cour sous RP 002, depuis son entame, en particulier depuis sa transmission par la Cour de cassation à la Cour constitutionnelle et jusqu'à la prise en délibéré du procès, nous laisse insatisfaits. Insatisfaits, pourquoi? Parce que nous n'attendons pas, il n'y a pas bon présage à la décision, à l'arrêt de la Cour qui va intervenir. Parce que tout le déroulé du procès, depuis son entame jusqu'à aujourd'hui, ne laisse pas entendre que la suite pourrait donner quelque chose de correct. Parce qu'en réalité, cette affaire n'aurait jamais dû revenir à la Cour constitutionnelle. Et la façon dont elle est passée de la Cour de cassation à la Cour constitutionnelle jusqu'à aujourd'hui, eh bien, nous permet de penser qu'il n'y aura pas quelque chose de bon. Vous êtes quand même déçu, alors, en tant qu'apprenant, en tant que praticien du droit, de voir comment les choses se passent. C'est une déception, effectivement, une déception à bien des égards. Une déception parce que la Cour constitutionnelle sait, les professionnels du droit savent, il n'y a pas besoin d'être spécialiste du droit pour savoir que ce dossier n'aurait jamais dû quitter la Cour de cassation. Parce que ce dossier a quitté la Cour de la Cour de cassation à la Cour constitutionnelle après que la Cour de cassation ait fait une exception, ait saisi la Cour constitutionnelle d'une exception d'inconstitutionnalité d'office, alors que le prévenu avait soulevé une exception d'incompétence tirée de l'article 164 de la Constitution. La Cour de cassation n'aurait pas dû transmettre, en tant que juge, en plus en tant que plus haute juridiction, la Cour de cassation aurait dû connaître de cette exception d'inconstitutionnalité, interpréter la Constitution et trancher sur la question. Parce que l'interprétation de la Constitution n'est pas l'apanage uniquement de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle interprète la Constitution par voie d'autorité, mais tous les juges interprètent les normes qu'ils sont dans l'obligation d'appliquer, en l'occurrence la Constitution. La Cour de cassation le sait parfaitement. Et en envoyant cette exception d'inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle, c'était finalement, on a l'impression, pour finir par faire ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. En réalité, l'exception d'inconstitutionnel, le dossier a quitté la Cour de cassation à la Cour constitutionnelle sous deux dénominations parfaitement irrecevables et inconstitutionnelles. D'abord, on a prétendu que c'était une exception d'inconstitutionnalité. Ensuite, on a prétendu que c'était un recours en interprétation. Mais dans les deux cas, la Cour n'aurait pas dû recevoir ça. Parce que d'abord, ça ne pouvait pas être une exception d'inconstitutionnalité. Bien que l'exception d'inconstitutionnalité puisse être soulevée d'office par une juridiction, mais l'exception d'inconstitutionnalité vise l'inconstitutionnalité d'une disposition infraconstitutionnelle, c'est-à-dire d'une loi ou d'un règlement, en contrariété avec la norme constitutionnelle. On ne fait pas exception d'inconstitutionnalité d'une disposition de la Constitution par rapport à la Constitution elle-même. On fait exception d'inconstitutionnalité d'une loi, d'un règlement par rapport à la Constitution. Et ici, la disposition à appliquer, c'était l'article 164 de la Constitution. Il n'y avait pas besoin de faire, il n'y avait pas moyen de faire exception d'inconstitutionnalité sur cette disposition-là. La Cour le savait. Et puis, par ailleurs, ça ne pouvait pas non plus passer sous le canal de l'interprétation parce que la Cour de cassation, en tant que juridiction, ne fait pas partie des autorités ayant qualité pour saisir la Cour constitutionnelle en interprétation. Donc la Cour, par un mécanisme un peu étrange, a escamoté ces exceptions d'irrecevabilité, ces motifs d'irrecevabilité flagrants et évidents pour connaître du fond de l'affaire et faire un revirement de jurisprudence parfaitement inattendu par rapport à la décision, à l'arrêt qu'elle avait déjà rendu sous RP 001. Est-ce que ce n'est pas le fait de céder à quelconque pression politique ?
Effectivement, c'est ça la crainte que nous avons aujourd'hui en tant qu'observateurs et praticiens dans le domaine de la justice. Nous ne pouvons pas nous ne pensons pas que la Cour constitutionnelle agit effectivement comme un juge indépendant. Il y a une forte tendance d'inféodation de la juridiction constitutionnelle par les pouvoirs politiques. Cela se démontre par ce qu'on appelle dans la pratique judiciaire le comportement de forcing. En fait, un juge, une juridiction, quand elle est inféodée, normalement une juridiction, quand elle applique le droit, elle procède d'abord par la motivation avant de donner un dispositif qui est la conséquence logique de la motivation. Mais quand un juge veut faire un forcing, quand un juge veut creuser dans la roche pour fabriquer le droit, pour déconstruire le droit, eh bien, il a d'abord un dispositif, c'est-à-dire un point de vue, et maintenant, il va chercher une motivation qui va satisfaire à ce dispositif-là. C'est là tout le problème dans le cas sous examen. Donc, en tant que praticien, vous vous inquiétez surtout sur la forme. On risque de créer une jurisprudence, j'ai entendu les autres le dire, mais il y a aussi certains observateurs congolais qui, eux, craignent que l'on ne sache finalement jamais où est parti tout cet argent affecté au projet Boukan Alonso. Mais là, on parle de beaucoup d'argent. D'un point de vue judiciaire, là n'est pas la question. En droit judiciaire, la forme n'est pas moins importante que le fond. Ce n'est pas parce que le procès au fond concerne un dossier d'1 milliard de dollars qu'on doit escamoter les questions de forme pour arriver au fond. Non, la procédure judiciaire est un procédé. Et toutes les étapes ont été instituées consciemment par le législateur et le constituant pour concourir à la satisfaction des droits de la défense et des droits des parties en cause. Dans la cause sous examen d'ailleurs, la Cour constitutionnelle s'était déjà déclarée incompétente sous RP 001. La Cour n'aurait jamais dû faire un revirement de jurisprudence. En fait, vous savez, il est vrai que la Cour constitutionnelle, le juge constitutionnel peut faire un revirement de jurisprudence. C'est tout à fait légal. L'autorité de la chose jugée n'empêche pas au juge constitutionnel de faire des revirements de jurisprudence. Mais le revirement de jurisprudence ne se fait pas n'importe quand et n'importe comment. Parce qu'il faut savoir que le juge constitutionnel, comme il est l'interprète officiel de la Constitution, les décisions qu'il produit, la jurisprudence qu'il produit a une valeur normative. C'est une valeur de norme. C'est comme une loi, entre guillemets. C'est une norme juridique. Et une norme juridique, en vertu du principe de la sécurité juridique, qui est une garantie essentielle de l'état de droit, les citoyens ont le droit à la stabilité des normes juridiques. Vous ne pouvez pas prendre une norme aujourd'hui et prendre une autre norme demain. Ce n'est pas possible d'admettre que dans un état de droit, une juridiction de la portée de la Cour constitutionnelle prenne deux points de vue, deux interprétations totalement opposées en l'espace d'une seule année, sans qu'il n'y ait eu de changement sérieux de circonstances. Vous lirez l'arrêt de la Cour, l'arrêt qui concerne le revirement de jurisprudence, je crois que ça doit être l'arrêt rendu sous Arcons 1816. La Cour dit que le changement de circonstances est constitué par la nouvelle saisine. Une nouvelle saisine n'est pas une condition suffisante pour qu'il y ait un changement de circonstances. Donc en réalité, la Cour n'aurait jamais dû prendre un point de vue opposé qu'elle a pris sous RP 001. C'est très bien, mais on voit que vous aviez quand même la maîtrise du sujet. Cette affaire d'immunité, on en a également parlé aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Cette fois-là, c'était le président Vital Kamerhe lui-même qu'on a senti. Il a voulu vraiment imposer aussi sa personnalité, le poids de cette institution Assemblée nationale, en ne lâchant pas les députés Matata Ponyo couverts d'immunité. Qu'est-ce que vous pensez, à votre niveau personnellement, après avoir lu et étudié les différentes situations face auxquelles nous nous sommes confrontés, du système judiciaire en République démocratique du Congo? C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui se plaignent du fait que quand on devient député, on se cache pour ne plus se justifier par rapport à telle ou telle autre affaire. Si on doit prendre le cas de Matata Ponyo, par exemple, d'abord sénateur, puis député national. Non, les immunités n'ont jamais été conçues pour se cacher ou consacrer une impunité de l'auteur de l'infraction. Non, les immunités n'ont jamais été conçues dans ce sens-là. C'est tout à fait possible en laissant passer le temps
en restant dans le timing de la prescription, de poursuivre les personnes concernées. Les immunités ont été conçues pour protéger l'institution et la fonction de la personne qui comporte cette qualité. Parce qu'on s'est retrouvé lors de la mandature passée, législature passée, avec l'ancien Premier ministre, Matata Ponyo, protégé par les sénateurs. Vous souvenez de ce vote pratiquement en direct sur la chaîne nationale. Oui, les sénateurs ont refusé de livrer Matata Ponyo au niveau de la justice, déjà à l'époque. Oui, mais ça c'est la compétence de l'Assemblée à laquelle appartient le parlementaire. L'Assemblée à laquelle appartient le parlementaire quand elle reçoit le réquisitoire et elle estime qu'à ce stade, il n'y a pas de motif sérieux de poursuite, qu'il n'y a pas lieu d'embêter inutilement le parlementaire qui est dans l'exercice pleinement entier et régalien de ses fonctions, elle peut rejeter le motif pour lequel on le poursuit. Et aujourd'hui, ils auraient dû... Et la démarche qu'ils ont suivie semble avoir été correcte parce que M. Matata va finalement être jugé une deuxième fois pour les mêmes faits. Alors que l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu sous RP 001 est doté de l'autorité de la chose jugée. En fait, certains observateurs du domaine du droit estiment, à tort de mon point de vue, que l'autorité de la chose jugée ne couvre pas les décisions d'incompétence, qu'on appelle les décisions qui sont des décisions de forme. Ce qui n'est pas du tout correct. L'autorité de la chose jugée ne concerne pas que les décisions au fond. Donc il n'y a pas besoin qu'un juge se prononce sur l'acquittement ou sur la culpabilité d'un prévenu pour que sa décision soit revêtue de l'autorité de la chose jugée. Une décision d'incompétence ou d'irrecevabilité est une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée. En fait, l'autorité de la chose jugée recouvre ce qu'on appelle les décisions définitives, qui sont différentes techniquement des décisions avant dire droit. Parce que la qualité ou le critère particulier d'une décision définitive, c'est qu'elle dessaisit le juge. C'est-à-dire que quand le juge l'a rendue, il ne peut plus revenir. Pour preuve, le nouveau dossier Matata, c'est un dossier inscrit sous RP 002. Ça, c'est vraiment un nouveau dossier. C'est un nouveau dossier. Si c'était le même dossier, ça aurait été sous RP 001. Pourquoi? Parce que la décision que la Cour a rendue en se déclarant incompétente, la Cour sous la présidence du juge Dieudonné Kalouba Dibois, voilà. En se déclarant incompétente... C'est ça qui lui a coûté son poste, sans aucune indiscrétion? Je ne sais pas, je suis juriste et pas politique, mais la décision que la Cour a rendue sous RP 001 est dotée de l'autorité de la chose jugée, parce qu'elle est une décision définitive surincidente, c'est-à-dire qu'elle clôt le litige, mais sur une question de forme. On ne peut plus y revenir. Et aujourd'hui, nous espérons, même si nous ne croyons pas, mais nous espérons que la Cour constitutionnelle prendra en compte cette réalité-là. Quelle réalité? La réalité que c'est une deuxième affaire, que M. Matata ne peut pas être jugé deux fois pour les mêmes faits et que l'arrêt qu'elle a déjà rendu sous RP 001 est doté de l'autorité de la chose jugée. On ne peut plus le juger pour ce motif-là. Est-ce que, à votre niveau, vous pouvez quand même proposer une piste de solution pour que les deux parties soient satisfaites, on va dire? La Cour qui recherche la vérité pour le peuple, entre guillemets, et les députés Matata, ancien Premier ministre, qui ne peut pas être jugé sous cette forme-là. Parce que vous savez, quand on a lancé le débat sur le changement ou la révision de la Constitution, il y a certains qui appuyaient sur cette parenthèse-là, sur ce dossier-là, qu'il faudrait qu'on change de Constitution parce qu'un ancien Premier ministre n'a pas de juge naturel, par exemple. Déjà, à titre de piste de solution, et pour concourir à la paix sociale, la Cour constitutionnelle aurait d'abord dû prendre l'affaire en délibéré pour se prononcer sur l'exception. Elle n'aurait jamais dû procéder à l'instruction au fond, parce qu'elle savait que les moyens, les exceptions qui ont été soulevées étaient des moyens lourds. Parce que la Cour se fonde sur l'article, je pense, 28 du Code de procédure civile qui autorise le juge à joindre les exceptions au fond. C'est-à-dire à garder les exceptions à côté, procéder à l'instruction au fond et répondre au même moment. Mais d'un point de vue pratique et d'un point de vue jurisprudentiel, il y a un cas dans lequel le juge peut joindre les exceptions au fond. Ce n'est pas automatiquement. C'est inscrit également dans les règlements des juridictions internationales. Le juge joint l'exception au fond
lorsque l'exception préliminaire n'a pas un caractère absolument préliminaire. C'est-à-dire lorsque, pour statuer sur cette exception préliminaire, il faut également procéder à une petite instruction au fond. Par exemple, vous êtes poursuivi pour détournement des deniers publics qui relève de la compétence du tribunal de grande instance. Vous soulevez une exception préliminaire pour dire que les fonds détenus n'étaient pas des fonds de l'État, c'était des fonds privés et qu'on doit requalifier les faits en abus de confiance pour que vous soyez devant le juge du tribunal de paix. L'abus de confiance relève de la compétence du juge du tribunal de paix si je ne m'abuse pas. Cette exception-là, c'est une exception d'incompétence, c'est une exception de forme. Mais le juge ne peut pas y statuer parce que pour qu'il détermine la nature effective des fonds, il faut qu'il puisse instruire. C'est-à-dire il faut qu'il puisse connaître du fond de l'affaire. Là, il peut joindre cette exception au fond et se prononcer à la fin. Mais en l'occurrence, comme les exceptions qui ont été soulevées avaient un caractère absolument préliminaire, le juge aurait dû prendre la cause en délibéré pour statuer là-dessus. De notre point de vue, il faut savoir que le droit de notre pays a prévu beaucoup de mécanismes pour que la République démocratique du Congo rentre dans ses droits sur cette matière. Les poursuites pénales ne sont pas les seules voies prévues par la loi congolaise pour réprimer les détournements des deniers publics et autre chose. Si les pouvoirs publics, le parquet, est conscient qu'il n'y a pas moyen de poursuivre, ce n'est pas utile de procéder à l'instruction uniquement pour salir l'image de M. Matata. Parce que la législation a institué une cour des comptes. Dans notre pays, il y a une cour des comptes qui est compétente pour juger les ordonnateurs et les comptables qui pouvaient connaître de ce dossier uniquement d'un point de vue comptable, c'est-à-dire déterminer où est passé l'argent, comment ça s'est passé, comment on peut récupérer l'argent et pour renflouer les caisses du trésor. Il n'y avait aucune opportunité à procéder par des poursuites pénales, surtout lorsqu'on savait que les conditions de forme n'étaient absolument pas réunies. Donc, en faisant ce forcing judiciaire, nous, en tant qu'observateurs de la justice, nous sommes à minima scandalisés et déçus par le comportement de notre Cour constitutionnelle qui, manifestement, peine à s'indépendantiser des pouvoirs publics et constitue finalement une arme, un instrument de plus pour les pouvoirs publics dans le cadre de la traque politique et politicienne. Maître Ndi Maloba, ce n'est pas le sujet certes, mais j'aimerais aussi avoir votre avis sur la démarche du ministre de la Justice en ce qui concerne l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui lui devrait répondre à la justice militaire, non pas en qualité d'ancien président de la République, mais en qualité des sénateurs à vie, aurait dit Constant Moutamba, qui nous a informé également qu'il y a une demande au Sénat pour la levée de ces immunités. Est-ce une démarche légale ou encore une improvisation qui salit l'image de la justice dans le pays? S'agissant de l'affaire de l'ancien président, M. Kabila, je n'ai pas très bien suivi les accusations de l'État congolais sur la question, mais je peux dire à ce stade que la législation de notre pays a consacré un régime de protection des anciens présidents de la République. On ne peut pas faire des poursuites inutilement et intempestivement à l'encontre des anciens présidents de la République. Il faut effectivement obtenir la levée de ces immunités au niveau du Sénat. Donc on va voir comment ça va se passer, on va voir si cette fois au moins la justice sera respectueuse des droits de l'ancien président, M. Joseph Kabila. Mais encore une fois, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise de la part de la justice de notre pays. Merci beaucoup, Maître Ndi Maloba, pour votre analyse et votre contribution quant à ces sujets, nombreux sujets d'actualité qui font débat autour de la justice congolaise en ce moment. Merci beaucoup. J'informe aux téléspectateurs qui nous suivent que nous avons un nouveau pape. L'Église catholique a un nouveau pape depuis quelques minutes à peine. Il s'agit de l'Américain Robert Francis Prévost. Les images, comme vous êtes en train de les voir là en direct sur Télé 50, il s'appellera Léon 14 et sur la place Saint-Pierre, il y a exactement beaucoup d'émotions, comme vous êtes en train de le voir, en train de prononcer ces premiers mots. Le pape Léon 14. Merci beaucoup, Maître Ndi Maloba. On souffle en attendant le deuxième dossier de ce soir. Télé 50. Pourquoi nous sommes numéro 1? Numéro 1 dans l'information à chaque heure,
à toute heure. Une édition, des flashs et des brèves. Numéro 1 dans les débats, chaque jour, des plateaux, des analyses et des éditos. Numéro 1 dans la culture. Numéro 1 dans le sport. Télé 50, nous sommes numéro 1. Télé 50, simplement congolais. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors, nous recherchons la vérité. Quand on rencontre qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. À temps des crises, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. Sur Télé 50, nous vous importons les nouvelles que les gens prennent les risques de voir. Nous connectons le monde et l'unissons à la vérité. Télé 50, c'est l'actualité dans la totalité. Se dérouleront les obsèques d'un pape en fonction, quand vous le savez très bien, le pape François n'y est plus. Qu'est-ce que les Vatican prévoit pour les remplacer? Mesdames et messieurs, nous en parlons dans ces numéros. Bienvenue dans les à côté. Georges Mario Bergoglio, dit pape François Ier, est décédé à l'âge de 88 ans selon les Vaticans. Il a succombé d'un AVC juste après avoir célébré la messe de la Pâque. Bonne Pâque. Déjà, il faudrait savoir que la durée des obsèques d'un pape en fonction suit un protocole bien établi par les Vaticans. Voici les grandes étapes et leur durée typique. Ces obsèques vont débuter les samedis 26 avril et auront une durée de 9 jours appelée en latin Novum Diales. Généralement, à partir du 2e jour après les décès, les corps est exposé à la vénération des fidèles dans la basilique Saint-Pierre ou un autre lieu du Vatican. Une messe solennelle est célébrée sur la place Saint-Pierre, souvent par les doyens du collège des cardinaux. Les papes est ensuite inhumé traditionnellement dans les grottes du Vatican sous la basilique Saint-Pierre, sauf si un autre lieu est précisé, comme pour les papes François qui sera enterré à Sainte-Marie-Majeure. 15 à 20 jours après viennent les élections. Pour ce faire, un conclave est organisé avec des règles à suivre à la lettre. Premièrement, il est strictement interdit à révéler quoi que ce soit concernant les discussions, opinions ou votes durant les conclaves. Deuxièmement, avant les débuts du conclave, chaque cardinal prête serment de respecter les secrets sous peine d'excommunion latae santatiae, qui veut dire en latin automatique. Troisièmement, 135 cardinaux venus des 4 coins du monde se réunissent au Saint-Siège pour se livrer à cet exercice. Ils sont enfermés en conclave sans contact extérieur. Quatrièmement, il faut une majorité tiers pour être élu. Si les élections traînent trop, après plusieurs jours, des mesures peuvent être prises pour faciliter les choix, tels que réduire le nombre de candidats. 1 à 5 jours est la norme pour la durée de ces élections. Les cardinaux votent jusqu'à 4 fois par jour, 2 tours les matins, 2 tours les après-midi. À la fin de chaque tour, les bulletins sont brûlés dans des poêles installés dans la chapelle pour communiquer au monde extérieur les résultats. Si la fumée noire est en vue, il n'y a pas de majorité. Si la fumée blanche est en vue, c'est là qu'intervient la célèbre phrase « Habemus Papa » qui veut dire en latin « Nous avons un nouveau pape ». Nous avons été précurseurs. Nous avons innové dans l'audiovisuel national et panafricain. Nos
notre combat est et reste la défense de l'identité congolaise, sa culture, son histoire, son patrimoine et ses institutions. Quoi qu'il en coûte, le Congo est notre cause. Maintenant, nous travaillons plus pour vous donner encore plus. Moi je chante bien, je compose bien, il n'y a pas de problème. Ce qui va retenir danse, c'est une chance pour moi. Mais tout dosé parce que rumba na biso et là quand on commence à faire trop de rythme là de trop bien afrobeat là, c'est trop, c'est pas notre musique. Version croisée. Toi tu vois un gouverneur qui donne à un individu 100 000 $, en public, pas une fois, régulièrement. Et aujourd'hui, pourquoi elle ne le fait pas? L'argent du trésor public. L'argent du trésor public. Un bilan qui est totalement chaotique. Et si en face de moi, je suis avec un intellectuel qui évoque la question de la nationalité de Moïse Katumbi Tchapo, nous devons comprendre simplement que nous avons un problème, c'est nous. Cette semaine sur Télé 50. Retrouvez version croisée jeudi à 16h juste, rediffusion à 22h30. Et 50 stars dimanche à 16h, rediffusion mercredi à 16h. Télé 50, simplement congolais. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors, nous recherchons la vérité. Quand on ne rencontre qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. À temps des crises, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. Sur Télé 50, nous vous importons les nouvelles que les gens prennent les risques de voir. Nous connectons le monde et l'unissons à la vérité. Télé 50, c'est l'actualité dans la totalité. D'aggraver les conflits. Kinshasa Direct. Leur désir, c'est de voir la RDC à terre pour que rien ne marche. Écoutez, de patriotes congolais se sont levés pour dire que la MONUSCO devait partir. Pourquoi la MONUSCO devait partir? Je vous ai demandé pourquoi ce n'est pas le Premier ministre, parce qu'on n'est pas sûr que ce fonds-là annoncé ont été réellement décaissé. Ça fait débat. Le discours tient désormais dans toute l'Afrique. On sait que le Rwanda est un terroriste, est un agresseur. En Europe, on sait que c'est un agresseur. Même si on ne fait rien, mais ils savent ça. Ils savent le dire et ça s'enseigne dans leurs universités. Après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la Belgique a pris la RDC, les documents de la RDC, et a donné en hypothèque
aux États-Unis d'Amérique. Ça ne s'enseigne pas. Parce que si vous le dites, on vous tue. Mais j'accepte de mourir. Pas de polémique. L'essentiel, il faut qu'on retrouve le Congo puissant. Qu'on récupère nos territoires occupés par le Rwanda et par l'Ouganda. Club 50. Ne soyez pas surpris que quelques noms ne se retrouvent pas sur la liste que va publier. Dans celui de Katumbi. Non, je n'ai rien dit. Qu'il aurait pu réceptionner sa candidature et au finish dit que cette candidature n'est pas recevable. Il a cité les chefs de l'État. Non, le chef de l'État dit que nous sommes en guerre, on doit se mobiliser. Le chef nous a demandé de vous organiser en groupe rebelle. Il y aura un manque à gagner, surtout dans les États comme ceci où l'État n'est pas puissant. A contrario, ce sont les individus qui sont puissants plus que l'État. Donc, il y a une loi qui a été votée, je crois, dans la session passée sur les réservistes. Lui-même a qualifié Ouazalène de réserviste. Qui est réserviste? S'il vous plaît, oh, regarde maintenant. Qui est réserviste? Parce que là, il a s'il vous plaît, tu vas parler, personne. Terminez, s'il vous plaît, terminez. Au cœur des sports. Soyons logiques. Quelle équipe d'âge aujourd'hui est suffisamment structurée? Les 20 ans et moins d'âmes, il est où le championnat de 20 ans et moins? On va les recruter où, ces joueuses? Quand vous dites qu'avec ou sans le Conon, les choses allaient se passer telles qu'elles se passent aujourd'hui. De toutes les façons, je m'inscris peut-être en faux. Avec le Conon, on a senti quand même la rigueur qu'il y avait autour du championnat. Le Conon a tout fait pour mettre le comité Chimanga dans une situation d'incapacité pour dire que ce sont des incompétents. Mais une mauvaise expérience. Que si on aime son pays, si on veut que les choses avancent, je pense qu'on enlève les galons. Il faut qu'aujourd'hui le comité de normalisation accepte d'enlever les galons. Cette semaine, sur Télé 50, suivez en direct du lundi au vendredi à 18h juste, Kinshasa Direct. Rediffusion à minuit pile. Retrouvez Ça fait débat vendredi à 16h juste et rediffusion samedi à 9h. Club 50, le samedi à 18h juste et la rediffusion lundi à 5h juste. Au cœur des sports, samedi à 10h et dimanche, rediffusion à 10h juste. Télé 50, simplement congolais. Voilà, de retour sur ce plateau pour clôturer ce Kinshasa Direct. Vous l'aurez compris, les deux élus que nous avons conviés à ce Kinshasa Direct sont malheureusement empêchés en plénière parce que le contrôle parlementaire se poursuit encore. Nous allons vous laisser avec le programme de Télé 50, c'est-à-dire quelques habillages d'antenne et transition en attendant la grande édition du journal avec Joël I. Selona. Nous rappelons que l'Église catholique, l'Église a désormais un nouveau pape. Après le pape François, nous avons Léon XIV, l'américain Robert Francis Prévost. À suivre sans doute dans nos prochaines éditions un portrait ou une esquisse de ce que sera son action à la tête de l'Église de Dieu. En tout cas, l'Église catholique, le Vatican comme État en Italie. Tout de suite, Kinshasa Direct, on se retrouve prochainement.